les startups, on a 13 équipes actuellement sur place qui développent leur prototype, ils sont là pendant 3 mois. Et on a également des espaces de coworking dans pas mal de journées pour 10 €. Si vous cherchez un petit espace pour travailler, on fait ça de réunion également. On peut aller faire on va en parler également. Mais on a une salle de réunion de fond, on peut aller faire un tour après, de 40 places, 2 petites salles de réunion de 6 places également. Et là, je passe la parole à Nicolas et après le coach technique pour compléter une thèse au programme. Merci Roxane. Eh bien, donc, bienvenue à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Nicolas Couillard, je suis adjoint d'un des directeurs de Microsoft France en charge des relations avec les développeurs et tout l'écosystème de logiciels en France, donc les startups, les éditeurs, etc. Et j'ai le plaisir de porter l'initiative Spark chez Microsoft depuis 18 mois maintenant. Et on a ouvert il y a à peine plus d'un mois, le 11 mars. Notre première promotion, comme Roxane l'évoquait, est entrée officiellement dans le programme d'accélération de 3 mois le 2 avril. C'est tout récent. Au-delà des startups que nous accueillons et que nous accompagnons, Spark a aussi vocation à être un lieu qui rassemble l'ensemble des acteurs de l'écosystème, qui est ouvert, c'est-à-dire pas uniquement centré autour de Microsoft. Dont l'âme, si je peux dire, c'est exactement ce qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire que quand il faut de la place, on en fait. Quand il faut accueillir plus de personnes que prévu, on les accueille. Et c'est tant mieux. Et donc voilà. Alors, on a nos spécificités à Spark, c'est qu'on accompagne aussi bien les startups sur le volet business, ce qui est assez classique chez les incubateurs, mais on a aussi un contenu technique extrêmement développé. Et pour ça, par exemple, on a deux personnes qui sont là tout le temps, presque, Cyril et David, qui sont en fait des consultants développeurs et qui accompagnent sur la partie produit pur les 13 startups du programme d'accélération qui sont là pour la première promo, puis les trésors, etc. Et ça veut dire qu'ici, on traite en fait toute la problématique qui est vraiment du démarrage de la start-up. C'est aussi bien je solidifie mon concept, je size mon marché, je commence à savoir me présenter, etc., dans une optique de financement. Mais aussi bien, j'avais simplement un concept, je vais repartir avec un proto, voire une version 1 de mon produit, et au bout de 3 mois, je vais commencer à être capable de regarder si ça marche. Et c'est ça notre but, si on veut dire, c'est d'avoir un time to market qui soit très court, très court, de manière à ce qu'on puisse tout de suite avoir du feedback sur le produit et commencer à arriver sur le marché rapidement. Parce que comme ça, quand on commence à aller voir les investisseurs ou les partenaires potentiels, on a une crédibilité qui dépasse largement le stade de la présentation. Voilà, c'est un peu ça qu'on essaie de faire ici. On essaie de le faire avec tout le monde, donc on a des acteurs industriels qui sont partenaires, on a des acteurs publics, et puis on a l'ensemble de l'écosystème à qui on nous rapporte. Encore une fois, merci d'être là aujourd'hui. Je vais passer la parole à David et Cyril qui vont se présenter. Bonjour à tous, on s'avance sur Nicolas. Donc Cyril et David moi-même. Donc nous sommes tous les deux experts techniques. Donc on intervient, comme disait Nicolas, sur l'accompagnement des startups au quotidien. Donc l'accompagnement, ça va non seulement sur l'état actuel de leur projet, mais aussi tout ce qui est organisation de conférences sur mesure web. Donc, pouvoir répondre à leurs besoins, répondre à leurs problématiques techniques, et puis mettre en place un certain nombre de méthodologies de suivi pour s'assurer la pérennité du projet jusqu'à la fin de la promotion. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Allez, ok, merci beaucoup, et puis en espérant peut-être vous revoir un Spark, pourquoi pas. Bonne journée. Spark.microsoft.fr. Alors, on ne tombe pas dans le trou noir de la grosse boîte, l'équipe Spark elle est là et ça arrive directement chez nous. Voilà, il n'y a pas de relais. Ok, donc back to l'Open Coffee. Qu'est-ce qui vient ici à l'Open Coffee pour la première fois? Non. Comment est-ce que vous avez eu l'info? Juste GitHub Startup Digest. Donc, pour ceux qui viennent ici pour la première fois, donc l'Open Coffee, hein, c'est une rencontre informelle
tous les jeudis matins. En général, on fait ça dans un café qui s'appelle LG, qui est 327 rue Saint-Martin. Ça nous arrive de faire à l'extérieur comme ici, mais en général, c'est tous les jeudis matins. Donc l'idée, c'est de faire se rencontrer des gens de l'écosystème, des entrepreneurs, des consultants, des financiers, et de discuter entre nous, avec quelquefois des thématiques. Donc aujourd'hui, c'est la thématique financière. La semaine dernière, on avait Paris Business Angel. Il y a 2 semaines, on avait Capital. La semaine prochaine, on aura des représentants d'un salon au Luxembourg qui s'appelle City Spring, un salon pour start-up. Donc ils vont expliquer un peu ce que c'est. C'est un concours pour start-up qui vont permettre de pitcher devant des VC. Donc en speed dating. Donc ça peut peut-être vous intéresser. Donc n'hésitez pas à venir. Pour les infos, donc effectivement en termes de médias, regardez Startup Digest Paris. Regardez Moonbar, je ne sais pas si vous connaissez moonbar.org. Matines aussi. Et de temps en temps, nos amis de French Web, de temps en temps, Ben nous a mettre sur les. Voilà. Après, c'est des actes de French Web. Voilà. Sinon, les supports, c'est pas le site web, je vous l'ai mis là sur l'affichage, le panneau d'affichage à l'entrée. Donc c'est paris.opencoffee.fr. Sinon, le truc c'est OCC Paris. Donc rappelez-vous, tous les jeudis c'est OCC Paris. Okay. C'est pas lundi, c'est un jeudi. Donc sur Meetup aussi et sur Facebook, la page Facebook OCC Paris. Donc là, vous aurez à peu près des infos régulières sur les événements qu'on propose. Donc aujourd'hui, on va parler investissement et capital risque. Donc avec Guillaume Letour, donc de la société ID Invest. Donc en fait, Guillaume va vous présenter un petit peu pour son parcours, le positionnement de ID Invest. Je crois que tu as aussi une expérience un petit peu internationale, donc tu n'étais pas que sur avec les États-Unis, tu as aussi des partenaires multinationaux. Donc vous nous donnez un petit peu une idée du marché finalement des VC, parce que bon, tu as des articles qui disent que le marché des VC c'est fortement contracté, notamment en France, et que du coup, en se contractant, on va plus vers les investissements en mid-cap et moins sur l'avantage. Alors, est-ce que c'est ta vision aussi de ce marché-là? Comment ça se passe? Le process classique, assez pratique finalement. Voilà, quelqu'un qui est dans la salle qui peut vouloir postuler chez toi, comment ça se passe. Je vais te laisser peut-être décrire ton parcours, donc ça va peut-être un peu plus subjectif. C'est pas que c'est pas. Juste pour citer. Non, mais c'est une combinaison de formation économique et financière et scientifique aussi. Le métier, c'est un mélange des deux. C'est travailler avec des entreprises techno, travailler sur la techno, mais avec un angle. C'est pas vraiment financier, c'est vraiment plutôt bilan, en fait, bilan capital, etc. Les scientifiques, notamment en France, exposition au business dans les entreprises. Donc, à travailler ici, c'est formation l'acquisition. Même si a priori, en France, les VC sont plus un produit financier que les fonds. Aux États-Unis, c'est souvent des ex-entrepreneurs. Aux États-Unis, on ne dit pas ça fait de l'argent, donc ils ont plus d'argent. En fait, voilà, ils changent de métier, ils ont fait 2-3 boîtes, et après, ils ont plutôt un rôle de coach en tant qu'entrepreneur. Les entrepreneurs restent entrepreneurs généralement, ou alors ils partent en Europe, je ne sais pas, mais ici, ce sont plutôt des gens avec des formations, du parcours. Sauf des exceptions avec les fonds entrepreneurs comme Isaïe, Jaina, avec Marc Simoncini, avec Bianco Studio, etc. Ce ne sont pas des exceptions. Super jeune. Ok, donc ID Invest, vous positionnez, donc c'est un fonds ici. C'est combien? Comment ça fonctionne? ID Invest, on est en fait 35-40%. On a deux métiers. On a un métier d'investisseur dans les startups et on a un métier d'investisseur dans les fonds d'investissement. On crée des fonds d'investissement qui sélectionnent d'autres fonds d'investissement pour investir dans le métier
métier de sélection de fonds, c'est un métier qu'on propose à des investisseurs institutionnels qui ont des dizaines, des centaines de millions à placer en capital risque, qui ont choisi une classe d'investissement, qui ne sont pas experts du secteur, qui cherchent des spécialistes pour leur sélectionner des millions de fonds, les fonds qui correspondent mieux à leur spécialisation. On fait ça pour investir auprès de fonds de capital risque et surtout auprès de fonds de LBO. Donc ça, c'est le premier métier de l'Invest, à la moitié du staff, c'est du fonds de fonds. On participe également de manière directe à des fonds d'investissement pour LBO, on rachète par le fonds d'investissement, on crée des fonds de fonds, on fait de la dette en LBO, on fait de la dette mécanique, des tas de produits financiers en fait, qui sont utilisés pour la manière globale pour la notion de private equity. Sachant que le positionnement, c'est des entreprises de taille moyenne au niveau européen, donc c'est des boîtes qui vont jusqu'à 3 personnes, mais pas une très grosse société. C'est pas forcément très tech. Il y a certaines tailles qui parlent, ça, c'est un premier métier qui est assez financier. Le deuxième métier, qu'on a commencé quasiment en même temps, en fait, on travaille sur aussi. Donc c'est l'investisseur en capital risque. Il y a une équipe dédiée là-dessus, on est une quinzaine. On est 6 partenaires, derrière une dizaine de personnes qui s'occupent de l'administration des fonds. Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît. Rapproche-toi, comme ça tu fais un peu. Non, mais vous, on vous entend très bien, mais monsieur. Voilà, donc on est à peu près une quinzaine sur la partie capital risque. Souvent, les fonds, c'est une quinzaine de personnes, il y a 5-6 partenaires qui s'occupent des investissements. Parfois, il y a des analystes, des associés, etc., qui aident les partenaires. Derrière, il y a une couche qui est plutôt administrative. Nous, on gère des FCPI depuis 15 ans. On a plus de 100 000 souscripteurs. 100 000 personnes qui sont des particuliers, qui payent soit l'ISF, soit l'IR et qui réduisent leur impôt en investissant chez nous. Là, directement, il passe par des banques ou, Alors, c'est ça. Donc, c'est distribué en fait généralement par des réseaux financiers. Donc, c'est des banques, des assurances, des compagnies d'assurance, la banque aussi, etc. Ceux-là, on leur donne des reportings tous les 3 mois. 100 000 personnes à qui vous envoyez, on a une cinquantaine de fonds d'investissement à peu près. On gère des fonds qui sont distribués par beaucoup de réseaux en France, qui sont à chaque fois HSBC, La Poste, BNP Paribas, Société Générale. On a plein comme ça de réseaux pour lesquels, en fait, on fabrique cette produit. Et donc, dans chacun de ces réseaux, souvent, on dédie un fonds. Donc, ça représente, voilà, en termes de reporting, en termes de gestion financière, un truc très très lourd, très sophistiqué, on va dire. On gère plus d'une cinquantaine de fonds, qui sont souscrits par 100 000 personnes, à qui on envoie des infos régulières. Évidemment, on va travailler associé avec des gens qui essaient de transmission de l'achat, etc. Donc, c'est à peu près une quinzaine de personnes. Il y a des alliances, maintenant vous êtes indépendants. On a été une filiale d'Allianz jusqu'en 2010. Le management a racheté la société avec l'aide d'une société qui s'appelle Iti, notamment financier côté. Donc voilà, on a changé de nom à cette occasion pour devenir Invest. On fait le même métier, tout simplement, on fait encore plus d'autonomie qu'auparavant. C'est sympa. Donc vous êtes 6 partenaires, c'est ça, 6 partenaires. Est-ce que chacun a un champ d'intervention ou vous êtes tous Alors, initialement, on a 3 grands secteurs d'intervention, comme je l'explique ici. On fait de l'IT, au sens large, des clean tech et du biotech. Alors en biotech, on a une équipe aujourd'hui qui a créé son propre fonds de personnes, qui donc étaient chez nous auparavant, et maintenant on crée leur propre fonds qui s'appelle Fusion. Évidemment, pour faire de clean tech, il faut être médecin, ensuite il faut avoir fait de la recherche, il faut avoir passé quelques années en pharmaceutique, etc. Donc il faut être un senior, on va dire, du secteur, sinon c'est un problème aussi. De la même
en, je sais pas quoi, en Internet, on essaie de s'inspirer. On n'est pas super spécialisé au sens où, en cleantech, on a des gens qui sont dédiés au cleantech, et ici, on est dédiés à l'activité. Moi, par exemple, je fais principalement, je fais pas mal de gaming, je fais pas mal de, enfin, j'essaie de faire du cloud, j'essaie de faire plutôt des choses techno, et médias, tech, publicité sur Internet, etc. Il y a d'autres membres de l'équipe qui sont plutôt e-commerce, médias également. Donc voilà, c'est pas des frontières absolument rigides, mais c'est spécialisé. Est-ce que vous faites une distinction entre B2B ou B2C ou pas? Pas par partenaire, hein. On n'a pas des partenaires dédiés au B2B et d'autres B2C. Mais on a une politique particulière pour soit le B2C, soit le B2B2C. Le B2B, c'est déjà encore plus compliqué, mais il y en a quand même quelques-uns, mais la grande majorité, c'est du B2C ou du B2B2C. Juste des petits exemples de ce que vous avez fundé dans le passé. Il y a Criteo, il y a d'autres. Pardon. Zeven, non? Pardon. Zeven. Oui, Zeven, c'est pas vrai. Ou alors, est-ce que peut-être que je ne connais pas? Non, je ne pas. Criteo, il y a qui d'autre? Alors, on a fait Dailymotion, Deezer, Viadeo, Telemarket. On a financé plus d'une centaine de boîtes, entre 100 et 150. À tous les moments, à tous les niveaux. En amorçage, À tous les niveaux. En fait, on est complètement agnostique. On peut investir 300 000 euros dans un dossier et on peut investir 15 millions d'euros d'un coup. Sur un série 1, c'est possible aussi. Winamax, on a mis 14 millions d'euros sur une série 1. Ça permet de faire des dossiers à 250 000 euros. Donc, alors ça ne veut pas dire qu'on se positionne que sur le site, enfin que tous les dossiers de site nous intéressent. Les dossiers de site qui nous intéressent, c'est les dossiers, on a un fonds qui fait près d'1 milliard d'euros. On est 5 ou 6 pour investir dans l'argent. Si on met les tickets de 250, c'est une nuit, quoi. On ne sait même plus comment les gens s'appellent. Donc, l'idée, c'est d'investir en site sur des dossiers qui vont, dans la typologie, en fait, nous offre une opportunité d'investir 5 à 10 millions d'euros naturellement. Donc, c'est un site, ça peut être un moyen de découvrir une équipe de l'intérieur. Pour un ticket qui n'est pas très gros, vu la taille du fond, si je pense 300 000 euros sur un fonds de milliard, ça fait une différence. Si le temps passé, etc., c'est décevant, mais ça ne fait pas de différence en termes de terrain. Et par contre, ça permet de voir une équipe de l'intérieur, en tant qu'actionnaire, en tant que board, etc., pendant 3, 4 mois, 5 mois, avant de prendre une décision, plus, voilà, avant d'investir plusieurs millions d'euros, si c'est nécessaire. Voilà. Un dossier qui dirait j'ai besoin de 400 000 euros et puis c'est bon pour les 2 années qui viennent, ça m'intéresse pas, parce que je ne peux pas exposer sur la plateforme des droits. C'est plus lucide de tactique en fait. Ouais, c'est une manière de dire ok, c'est un premier pas, sachant qu'après on va refaire de toute façon un tour plus important. En fait, de toute façon, voilà, un truc important à dire, dans notre équipe, on a tous des profils super différents. Il y a des gens en business qui disent je vais construire une équipe qui est rigolote, qui a des idées, construisez-la avec des gens qui n'ont jamais pu se rencontrer auparavant, qui sont dans des profils, des façons de travailler très différentes. Et nous, c'est le cas. On a tous c'est pas répondable, mais je veux dire, on se serait retrouvé peut-être dans d'autres occasions, mais on a tous des façons de travailler qui sont très différentes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est, dans la mesure où le fonds fait 1 milliard et que je peux exposer jusqu'à 20 millions d'euros par société, entrer au site, ça veut dire pas forcément ouvrir le capital. On n'est pas obligé d'ouvrir le capital à d'autres investisseurs, au série A, ni au série B, même peut-être pas au série C. Ça dépend des moyens nécessaires pour la boîte. Donc souvent, je me retrouve au CID, et puis série A, et puis série B. Et c'est vachement intéressant pour le fondateur parce que la dilution c'est la même. De toute façon, dans chaque tour d'étape, on se prend une dilution. C'est super cher. Donc avec un seul partenaire ou avec 3, à la limite, ça ne change pas grand-chose. Il y a cette espèce de dicton qui dit c'est bien d'en prendre plusieurs
pour diviser les... Pour diviser, pour mieux régner, ça j'y crois pas du tout. En fait, il y a plein d'inconvénients qui sont en fait, si on met plusieurs actionnaires ensemble, ils passent la moitié du temps à s'ajuster entre eux. Et moi je vois vraiment dans mon métier la différence entre une boîte où j'ai un lien direct avec le fondateur, le CEO, et voilà, on s'accompagne, on se connaît depuis 2-3 ans, on s'appelle, on règle les trucs en 5 minutes au téléphone, et une société où il y a 4 VC, et où je passe 80% de mon temps à parler au VC one-to-one, même pas au CEO, et en plus pour faire aucune valeur, juste pour s'ajuster entre nous. Donc c'est une perte de temps énorme. Parfois ça fabrique de la valeur quand les VC sont très complémentaires, mais si on parle de VC qui ont la même nature, qui ont le même format, qui sont la même géographie, qui ont le même portefeuille, il n'y a aucune valeur. Sauf utiliser le risque. Ça veut dire que spontanément, si on propose de faire un co-investissement, non, on n'est pas du tout fermé à ça. Mais ça veut dire que si je suis en site dans une société et que je l'aime bien, je vais plutôt me renforcer dedans. Je n'ai pas cette espèce de réflexe qui est d'aller syndiquer à chaque fois. Et pour l'entrepreneur, c'est quand même vachement pratique. On n'a pas beaucoup de cas, enfin jamais, quasiment, quand on a investi dans une boîte, généralement il y a un fit humain avec les gens, donc on s'entend bien, c'est sympa. L'idée c'est de parler de manière agréable, même avec des problèmes, donc je n'ai pas des normes bien, etc. C'est cool. Donc c'est quand même beaucoup plus sympa de rester toujours avec le même partenaire financier, qui comprend bien la boîte, qui est dedans depuis quelque chose, etc., plutôt que d'aller tous les ans refaire un roadshow, réexpliquer au mec qui ne comprend rien au début ce qu'on fait. Ça dure 6 mois, pendant ce temps-là, le business n'avance pas. Et ici, c'est très simple, quand on fait des investissements, on a cette période de 3-4 mois, on a loqué des discussions bien avancées, donc on sent qu'on va faire le deal le CEO. Lui, il est à 80% sur sa levée. Il nous montre des chiffres qui sont les chiffres qu'il a obtenus avant. Et lui, il est dans une espèce de tunnel pendant 3-4 mois pour finir sa levée de fonds, qui est le truc absolument stratégique pour lui. Et une fois qu'on a investi, on se retrouve au premier board à regarder ce qui s'est passé au niveau business pendant ces 3-4 mois, et c'est leur parce qu'il n'est pas là, il s'occupait de tout ça. Donc, les CEO, généralement, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas faire autre chose que de développer leur business. Et 2, c'est risqué de consacrer beaucoup de bande passante à autre chose que son business, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Et donc là, avoir toujours le même actionnaire, ça veut dire que c'est là, quand chez les gens ici, ça prend quelques semaines, par 2-3 semaines. Puis on équipe, c'est bon, ils ont déjà vu ici avant, c'est pas forcément des trucs qui sont assez. Donc c'est pas plus simple. Combien de dossiers vous investissez par an? En moyenne par partenaire ou en tout chez les individuels? C'est très variable, ça dépend des gens. En fait. Des gens qui ne font pas beaucoup de dossiers, qui mettent plus de monde, c'est variable. En moyenne, je fais entre 5 et 10 chiffres. Je suis assez affamé, on va dire. Parfois des petits dossiers, souvent des petits dossiers. Je commence comme petit, puis je me renforce au fur et à mesure. Donc sur les 5 à 10, on va dire les phases 7 8. Il y a combien de l'ordre de 200, 300 par an dans ça? Alors, ils n'investent pas beaucoup, moi plutôt plus que les autres. Monsieur Avancet, pardon. Non, mais il y a des boîtes, il y a quelques années, quand on avait besoin d'1 million d'euros ou 500 000 euros, on disait qu'il faut que j'aille voir une catégorie spécifique d'investisseurs, parce que les autres me disent, ah ben non, vous savez, en dessous de 2 millions d'euros, nous, désolé, on a à 300 millions, en dessous de 2 millions, on n'investit pas. Et on s'est dit qu'on perdait des opportunités, on perdait des occasions d'avoir des bons investissements en faisant ça. Voilà, on fait rentrer des gens qui, éventuellement, sont business angels, mais qui de toute manière ne pourront pas remettre derrière. Donc ils ont un appui qui apporte quelque chose à la société, mais à court terme. Et finalement, si on est capable de faire la même chose, le truc, c'est de trouver un moyen de ne pas multiplier le board de telle manière qu'on n'ait plus aucune concentration pour faire ça. Voilà. Donc moi, un des moyens, par exemple, c'est effectivement d'aller, pas forcément toujours avec plein d'investisseurs, ça fait beaucoup de temps, d'aller dans le secteur qui sont pas les mêmes, ça je repique un peu l'expérience que j'ai acquise sur l'investissement sur ce niveau. De toute façon, on n'a jamais eu vraiment de logique de conflit d'intérêt. Je suis dans le gaming, par exemple, j'ai des studios qui font exactement le même truc. J'ai 2 studios là, dans mon portefeuille qui font
exactement le même jeu tous les deux, ils ne le savent pas. Enfin, ils l'ont appris le week-end dernier, en fait, c'est bravo. Ça fait 6 mois qu'ils sont dessus tous les deux. Le week-end, on a passé un week-end tous ensemble. J'étais là un peu gêné. Ah, comment tu fais ça? Bon, je suis dans les deux boîtes. Je sais qu'ils font exactement le même truc. Ils vont lancer dans le même mois quasiment. Ils vont être absolument concurrents tous les deux. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas dire à un, attention, fais pas ça. Donc on regarde. C'est quoi l'intérêt pour toi d'avoir deux boîtes qui font la même chose? C'est-à-dire, au profit, il y en a un qui va gagner, qui va tuer l'autre, c'est pas moi qui choisis les jeux qu'ils font. Hein. C'est eux. Ah oui. Moi, j'ai pas de rôle sur le choix éditorial. Ouais. Mais c'est qu'à la base, il n'était pas censé être concurrent, et puis bientôt, il le sont. Voilà, un jeu, ça se développe en 6-9 mois, donc tous les 6-9 mois, tu as des trucs de travail, un nouveau projet qui voilà, donc, ça arrive que des boîtes qui ne sont pas du tout concurrentes au début le deviennent en fait. C'est vachement merdant d'être dans le même bloc des boîtes qui sont concurrentes. C'est même coaching. Donc on se débrouille parfois, on se switch des boîtes entre nous quand elles sont vraiment frontales. Et parfois on dit que le meilleur gagne, et nous on n'a pas besoin. On pousse les deux et puis que le meilleur gagne. Ok, donc le process de contact avec toi, il est par mail, c'est comment? Alors c'est pas compliqué, les mails, moi je suis pas répondu contrairement. Est-ce que vous répondez à tous les mails que vous recevez? Mais qui a pas, qui a l'idée cette mailbox la dernière année? Non mais c'est compliqué. En fait, combien de dossiers vous recevez par an? des milliers. Des milliers, donc. C'est soit on les reçoit par email, soit c'est des gens qui passent par personne interposée en fait. Alors il y a les intermédiaires, bon, ça c'est un petit pourcentage du marché. Il y a les gens qu'on voit dans les, voilà, le web, les conférences, etc. et qui viennent directement parler, quand c'est pas mal. Le fait de mettre une tête derrière un email, c'est quand même vachement plus pertinent, donc il ne faut pas hésiter à repérer les photos des mecs sur le web. On se dit que le cheveu blanc, c'est mieux, ça peut être pas mal, je pense que si c'est une chiotte machin en 1 minute, vous êtes en c'est vraiment ça. Donc le pitch, les emails, évidemment, si on met des team de 50 lignes, personne ne lit, il faut que ce soit vraiment un truc pertinent. Ça peut être quelques lignes par email, et puis 3-4 slides. Vous avez pas de slide à la carte de prix, non? Ouais, c'est ça. On n'a pas besoin d'un truc de 30 slides, machin. C'est un pitch, un teaser, c'est généralement un slide, 2 slides. Et puis c'est pas. C'est surtout. On n'a pas besoin d'être super complexe, c'est l'accroche. J'ai des gens, par exemple, qui sont venus me voir sans chercher de l'argent. Donc c'est super frustrant pour un lycée. C'est pas super pour que je peux mettre. Non, t'as pas le droit de mettre. Et en fait, ça c'est pas mal, parce qu'il revient 1 an après. Et du coup, le lycée a une fois qui est un peu énervé. Donc là, il. C'est comme une relation évidente, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous séduire? Alors, ce qu'il faut faire pour. C'est une norme. Il y a plein de façons. Alors, déjà plus facile, qu'est-ce qui te souhaite pas plus? Non. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont non en ce moment qui vont arrêter de balancer avec des potes, Oui, mais tu vois, le truc important, c'est qu'en ce moment, le problème, c'est. Non, il ne faut surtout pas se fermer. Il y a des choses qui ne marchent pas, qu'on a découvert ne pas marcher en fait. À terme, avec quelques années, etc. Si je parle de l'e-commerce, par exemple, ça nous arrive de faire beaucoup d'argent. Deux, quand on regarde les autres, il y en a beaucoup qui disent que c'est pas le moyen de gagner de l'argent. C'est un métier très très compliqué du commerce. Souvent, les gens qui font que de la distribution online n'ont pas beaucoup de marge. Et ils ont toutes les problématiques de logistique. Donc, e-commerce, par exemple, on peut dire du gros e-commerce, gros, c'est avec des volumes, avec une notion capitalistique, j'achète des stocks, etc. Voilà, c'est un truc qu'on regarde avec beaucoup de précaution. Mais il ne faut surtout pas bloquer le sujet, parce que si ça se trouve, dans 2 ans, pour une raison de changement d'écosystème, etc., le truc devient tout à fait pertinent. Et si on a passé notre temps à dire non, chaque fois, on va repérer le
truc, c'est le timing. En fait, le problème des Tu formations. vois, si je viens avec un truc à la vente, On a des espèces de réflexes. On a des espèces de réflexes, mais pas au point de même pas vouloir entendre parler. C'est-à-dire que le vide, vous pouvez quand même le passer. Il y a des boîtes, j'ai une boîte en ce moment, là, c'est très bien, il faut faire mieux, pour assumer. Enfin, jusqu'au point où je vais dire, c'est bien d'avoir la gamme, quoi. Surtout pas se laisser les harceler. Mais il poursuit sur un truc où tout a déjà été consolidé aux US féminins. Les décisions sont déjà toutes faites, tout le monde s'est équipé, alors là, ça fait ça, tout le monde sache. Et là, c'est un truc qui est en France, qui veut faire l'Allemagne. Un Français qui va à l'Allemagne, c'est comme un Américain qui va au Canada, ça change rien du tout à l'Allemagne pour que les lignes soient plus extrêmes. Et puis c'est très compliqué d'aller en Allemagne, si tu veux un dur, c'est un Français à aller en Europe, c'est aussi dur d'aller en Europe. Donc, c'est pas super sexy a priori dans un secteur où la consolidation a déjà eu lieu. Aux États-Unis en plus, si on regarde les trucs aux États-Unis, les Américains ont eux, ils ont des lags politiques très très forts. Cette année, c'est mobile, l'année prochaine, c'est des machins. Par exemple, aux États-Unis, pendant quelques années, c'était même pas la peine de parler de publicité sur Internet. Personne n'avait envie, tout le monde avait été racheté. Et c'était complètement plein, ça allait faire un truc. Ça revient maintenant, depuis 2 ans peut-être. Mais pendant 2 ans, en Californie, on disait que ça intéressait strictement personne. Donc, il y a des sujets qui sont à la mode, pas, mais en 15 ans, on se rend compte qu'il y a des timings, il n'y a pas de techno nulle, les techno nulles, ça est fait. Mais bon, oui, la reconnaissance vocale, il y a des sujets super compliqués, des sujets plus durs que d'autres. Mais tout est une question de cycle. Et souvent, le problème, c'est que les cycles ils sont très courts. Donc, on a un truc vraiment pas sexy, 2 ans après devenir hyper sexy parce que ça change. Donc, il ne faut pas se faire comme ça. Donc, le premier pitch que vous faites, même si ça paraît complètement hors marché, on est quand même à l'écoute. Là, en l'occurrence, c'est un exemple. Il y avait des choses aux États-Unis, mais il y en a en Europe. Les choses sont faites de si un mec aujourd'hui dit je vais créer un réseau social post-Facebook, non, ça marche pas. Pourtant, il y a quand même quelques réseaux sociaux verticaux, des niches verticales qui se créent. On est en train de financer, je suis en train de financer un réseau social autour de la famille. Le gars qui dit je vais faire le prochain Mark Zuckerberg, il dit que non plus. Pour qu'ici à écouter quelqu'un qui dit je vais faire un Facebook 3.0, on va avoir beaucoup d'écoute. Alors, plus généralement, avec ces MeToo, c'est bien. Une solution qui est aux États-Unis, c'est pas en France, en Europe. Est-ce que ça vous intéresse? Bon, non, c'est pas du tout notre problème. C'est très. La requête. Non, il y a tout. On finance le média, on finance des trucs, pas de techno, du média. On finance. Moi, j'aime bien financer plutôt la techno, mais on finance, je sais pas, on a été dans un réseau, la techno dans un vendeur de chaussures. Ça reste un vendeur de chaussures, c'est pas un vendeur de code. C'est quelqu'un qui va prendre de la mission. Donc, la techno en termes de logistique, mais ça dépend des partenaires. Il y en a qui sont plus techniques que d'autres. Moi, j'aime bien financer. Et forcément, l'IT, que ce soit la partie de la startup ou peut-être les développés en dehors de la startup. Voilà, on fait partie de la startup ou que la startup aura la licence libre. Il y a pas beaucoup de trucs en fait. En techno, il y en a. Mais quelqu'un qui fait un service web ou une app iPhone, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'IT. Les gens, ça coûte cher, déposer les brevets, les étangs, etc. Ça coûte une fortune, c'est quelqu'un qui a 150 000 €, ça va vraiment prendre longtemps. Ça prend du temps, ça va pas passer. Et puis ça ne vous protège pas forcément. Aux États-Unis, donc il y a un vrai problème avec les brevets, tout le monde dépose des brevets. On les obtient à chaque fois, et on n'est pas sûr de les garder, parce que c'est un procès, en fait.
fabrique des porte-monnaie brevets précisément pour les attaquer, c'est pas compliqué. Il en faut en Californie. Si on fait de la techno, si on est en cloud, dans le data, on a des trucs, je sais pas quoi, search, la transformation IT, oui, il faut 15-20 brevets, il faut faire une dizaine de brevets par an. C'est aussi une manière, bon, la c'est un sujet très spécial, c'est aussi une manière de se protéger. Quelqu'un veut vous attaquer sur son IP, quand vous avez déposé 15 brevets, il est obligé de vous attaquer brevet par brevet. C'est le bon. Donc entre start-up, on se protège dans un rapport qui colle des brevets principaux, puis des brevets dans les chaînes de c'est pas 100% des dossiers. Donc le choix, c'est plus de projets ou plus d'équipes? En général, quelle est la balance du à terme, c'est l'équipe. À terme, c'est l'équipe. Un truc, par exemple, qui aujourd'hui est plus fondateur techno, là parmi vous, ou fondateur business. Fondateur techno. Par exemple, aux États-Unis, vous êtes les rois, tous les autres, vous en faites de la pièce. Donc, aux États-Unis, en site, c'est même pas la peine de vous présenter le Portido, c'est qu'il dit, je suis un entrepreneur, machin. Donc, même que les technos, ils peuvent. Et eux, ils sont les patrons de la boîte, mais pendant quelques mois, la plupart du temps, chez Sequoia, 60% des entreprises qui financent, au bout de 6 mois, ils vont changer de cible. 60% au bout de 6 mois. Et en fait, ce qu'ils font, ils mettent des entrepreneurs qui ont déjà financé dans le passé, qui ont déjà fait des IPO, etc., qui ont des entrepreneurs en résidence, et ils les mettent, eux, généralement, c'est des gens plutôt business, parce qu'ils ont monté leur partie business des boîtes, etc. Et ils les mettent pour accompagner des techos qui, eux, sont sur le produit, principalement, des idées qui sont pas business, qui sont en France, il n'y a pas pareil, donc le partage de la valeur, en fait, au début de la boîte, la partie techno est super importante. C'est le produit qui fait que la boîte existe ou n'existe pas. Mais en fait, la valeur de la société, une fois que le produit existe au bout de 2-3 ans, qui va définir le succès, qui va faire les énormes erreurs ou les choix les plus judicieux, c'est le patron, qui soit techno ou pas. Donc pour nous, le produit, c'est ce qui ne produit pas. Et quand on appelle produit, après, généralement, on est personne, on ne fait pas des révolutions à chaque fois, parce que les gens, c'est leur propre avance, je pense qu'ils s'y mettent. C'est leur propre produit, c'est toujours à faire dans la boîte. Par contre, le patron, la tête de port, peut choisir de passer d'un modèle aussi d'un modèle équivalent, il peut monter complètement dans la chaîne de valeur en faisant l'acquisition de personnes qui fait. Donc, ces décisions-là, elles sont clés, critiques pour la suite de l'opération. Donc, la valeur, pour nous, à long terme, il reste quelques années, la valeur, c'est le dirigeant de boîte. C'est lui qui va prendre une décision qui ne va pas. Et le produit, évidemment, ça ne va pas. Alors, la question, on a posé il y avait une très d'investissement réalisé. C'est quoi le pourcentage d'avancement? Je n'ai pas calculé le pourcentage, mais j'en fais 3 par an. On en fait peut-être 5-6 par an. Quand on parle d'avançage, est-ce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une boîte qui vient de se créer, qui a fait un peu de traction, un peu de chiffre d'affaires? Non, c'est le mec qui a transféré. C'est pas grave. Ça dépend, c'est pareil. Il y a des gens qu'on connaît déjà. On sait comment ils bossent. Ce qu'on adore faire, c'est remercier les gens qu'on avait financés dans le passé. On les connaît, donc c'est vachement simple. Donc, ils ont vendu, bien ou mal. On connaît leurs défauts, leurs qualités, ils connaissent les défauts, leurs qualités. On sait qu'on fonctionne bien ensemble. On part comme on rentre. Ça peut être un bout de papier sur la portable, c'est pas radio, ils vont regarder le marché, c'est pas un coup de tête, mais donc non, l'annonçage, ça peut être tout, ça dépend du background des gens. On a des gens qui ont une super idée, les musiciens qui ne pas. Oui, c'est ça. Voilà. Donc dans le cycle, ça peut être. Voilà. En fait, le truc, c'est pas le degré d'avancement du dossier,
c'est comment les gens raisonnent. C'est comment on se fiche de l'âge des gens. On a financé les gens de pas leur bac depuis 18 ans, et ça marche très bien. J'ai financé un jour à 53 ans, j'ai testé la première bac à 53 ans. Il n'a pas pu marcher celui-là, mais ça aurait pu. L'expérience n'est pas importante. Ce qui est important, c'est la façon dont on construit son raisonnement. Est-ce qu'on est méthodique? Est-ce qu'on est Rocket Space, toujours, Rocket Space à San Francisco, là, où il y a un espèce d'incubateur, il y a pas mal d'étrangers. Les gens se présentaient devant des tas d'investisseurs. Pareil, c'était la même sans tester les entrepreneurs qui parlaient et puis les investisseurs. Et puis, il y avait ces mecs qui disaient, parce qu'il faut dire ça un petit peu au plus possible. Ah là, je suis venu pour conquérir le monde. 18 ans, on dit ça ici, c'est machin. Le truc, c'est j'ai identifié, j'ai un secteur que je connais, je connais bien la chaîne de valeur qui fait des marges à quel étage. Dans chaque secteur, il y a des gens qui sont les ladrons de la force, il y en a d'autres qui font beaucoup d'argent, beaucoup de marge. Il faut bien identifier où est-ce qu'on est dans la chaîne, est-ce qu'on est au meilleur endroit tactiquement, et est-ce qu'on est mobile, c'est-à-dire s'il se passe quelque chose dans le futur, si la chaîne de valeur évolue, est-ce qu'on a la capacité nous-mêmes à évoluer. Je suis en train de financer une boîte aujourd'hui, dans la publicité, en vidéo. Si ce truc-là ne marche pas, ils auront d'autres petites technos dans leurs produits sur lesquels on peut se replier qui sont très différents. Donc ça m'intéresse d'avoir un truc qui n'est pas noir ou blanc. Par exemple, on fait beaucoup de semi-conducteurs. On ne fait pas beaucoup de semi-conducteurs. On fait beaucoup, quand on se crache. Un semi-conducteur, ça marche ou ça ne marche pas. Soit je vends la boîte, soit il n'y a plus personne pour en donner. C'est noir ou blanc, je n'ai pas d'intermédiaire. Ce qui est bien dans le web, c'est que parfois, dans la techno, on a des alternatives possibles. Le management, il faut qu'il soit agile en termes d'analytique, d'analyse de ce qu'il est en train de faire. C'est ça la principale. La question, c'est quoi les plus gros défauts des projets qui se présentent à toi? Les projets que j'aime pas, c'est les projets où les gens n'ont pas vraiment identifié un vrai besoin. Ils font un truc qui n'existait pas avant, mais ils ne savent pas très bien si ça a de la valeur commerciale, et ils ne savent pas très bien si il faut vraiment avancer l'histoire. Donc, il y a plein de petits outils qu'on peut créer qui améliorent le quotidien et qui l'améliorent. Voilà, c'est sympa, mais on peut s'en passer. Aux États-Unis, il y a vachement de gens, quand ils donnent des conseils aux entrepreneurs qui ont réussi, qui ont fait etc., ils disent réfléchissez comme Erin et Sergey, les fondateurs de Google, que moi je connais personnellement, c'est pas pote. Réfléchissez comme eux. Je disais hier soir au téléphone, voilà, il ne faut pas penser en termes d'optimisation, d'amélioration du truc de 10%, il faut penser en termes de x10. Donc quand je crée quelque chose, alors c'est pas donné. Il y a plein de sujets en fait sur lesquels on peut améliorer le monde dans lequel on vit. Et l'idée, c'est si on démarre un business, on se dit j'améliore un petit peu le quotidien, mais il n'y a pas un potentiel, une vraie percée en avant, d'un vrai changement, d'une vraie révolution, très vite, on a du mal à vendre en fait son truc pour cher. Son service, on n'a pas beaucoup de marge, donc on peut faire des trucs tout aussi compliqués. Mais les gens ne le valorisent pas beaucoup, et puis les VC, ouais, là c'est rigolo, mais dans notre mois, c'est plus rigolo du tout parce que c'est. Voilà. Donc, l'importance dans le dossier, dans le sujet avant de créer une boîte, c'est dimensionner, sizer en fait, de combien on fait avancer la problématique. Est-ce qu'on résout un vrai nœud, un truc qui est vraiment pénalisant, et qu'on peut donc la solution elle est très valorisante. Est-ce que ça veut dire que c'est forcément quelque chose qui est dans le domaine de la distribution technologique? En général, pour être là-dessus, il est quand même sur. Non, mais il y a plein de sujets, enfin, de licence. Alors, c'est quoi le.
Si, parce qu'ils étaient. Mais si, parce qu'on parlait d'une amélioration. Enfin, on parlait, quand ils ont créé leur algorithme, on parlait de la guerre, ce qui allait devenir le pilier du web. Le search, c'était le moyen de rentrer sur le web. C'était, au départ, Internet, il a commencé avec des menus à la Yahoo, où on essayait de cliquer sur les menus, alors cuisine, sport, métier, machin. Et on avait un menu, tout était classé. Et on rentrait dans des sous-menus et on trouvait des sites web comme ça qui étaient listés. Voilà. Et puis, en l'occurrence, c'est les premiers qui ont commencé à imaginer des moyens de chercher, d'arriver à la cible au moyen de recherche. Et donc, l'univers du web qui se ferait à tout le monde, le seul moyen de navigation, c'était les menus, on passe le search, on est sur un truc qui est absolument clé, avec un multiple infini là-dessus. Il y a une valeur de dingue. Alors, on met quelqu'un dans un champ de blé, on lui dit qu'il dépasse la tête, comment te diriger dans le champ de blé quand on est sorti ici. Donc si, ça avait énormément de valeur. Et un petit truc, 5% d'amélioration à l'époque, ce qui avait distingué les recherches, c'était la vitesse de requête. À quelle vitesse j'obtenais ma réponse. Et puis après, c'est devenu la pertinence. Mais au début, c'était la vitesse. Donc une seconde de gagner sur la vitesse, ça a tout marché. Donc oui, c'est une petite amélioration, mais qui avait un impact énorme. Voilà. Donc souvent, il y a des dossiers sismiques au début. Tout le monde connaît sismique, quand il a commencé son truc, c'était un outil de partage vidéo, de conversation vidéo, il a commencé avec exactement les mêmes signes que les signes qu'avait Twitter quand Twitter a été commencé. C'était la même chose. Les gens qui utilisaient Sysmic étaient accrochés, utilisaient de manière intensive, hyper créative, il se passait des choses très originales. Donc, moi j'étais super intéressé par ça. Et t'as investi? Non, je n'ai pas investi, mais ça m'a intéressé énormément. Je n'avais pas lu le premier truc possible, mais le CIB à un moment. T'avais ton compte? Oui, alors moi je suis pas. Qui avait son compte Sysmic? Sysmic, c'est très spécifique, ça s'adresse à une population très très spécifique, des gens qui savent manipuler du contenu vidéo, temps réel en plus, avec un événement, tas de gens qui essayaient Sysmic, qui en sont sur leur genoux, au petit déjeuner, ils disaient voilà, c'est ma première session mystique, Sysmic, évidemment, il n'y avait pas de réponse. Les gens qui interagissaient sur la Sysmic, c'était des hurluberlus avec des chapeaux énormes, qui étaient capables de parler sur n'importe quel sujet, donc c'était un truc très très original avec des gens qui étaient des acteurs. Mais ça a commencé avec le même genre de loufoquerie que Twitter. Et Twitter est devenu, contre toute attente, un machin qui est utilisé par une centaine de millions de personnes aujourd'hui, soit en lecture, soit en écriture. Alors que Sysmic n'a pas fonctionné. Et à mon avis, c'est pas parce que le projet était managé, etc. C'est parce que le contenu à 140 caractères, il est un petit peu plus facile à manipuler qu'un contenu vidéo dans réel. Là, il faut un vrai talent. Après, ils ont pivoté. Alors après, ils ont pivoté, mais ils ont pivoté parce que survivre. Mais ce genre de projet-là, évidemment, il n'y a pas de business model au début. On n'a pas l'impression d'améliorer la vie des gens. On fait des expériences complètement originales, donc c'est de la pure créativité. Parfois, ça pique beaucoup tout le monde. Le point qui est de dire qu'il faut absolument avoir tout compris sur ce qu'on va apporter dans 5 ans, c'est un peu les coups, évidemment, parce que sinon, on n'a pas les Twitter. Est-ce que du coup, sur la partie monétisation, et souvent la question, c'est qu'est-ce que tu résous? Et là, c'est bien répondu. Et est-ce que toi, il faut forcément que tout de suite, bon, même si on sait que le business plan, c'est toujours un peu court, mais est-ce que la monétisation, c'est un critère c'est juste la manière de dire. Ouais, c'est un critère vachement important. S'il n'y a pas de monétisation, il faut qu'il y ait autre chose. Il faut qu'il y ait une adoption, on va dire. Moi, ma conviction, c'est qu'un service qui est même gratuit et qui plaît à des millions est monétisable. Parfois, il y a des logiciels qui livrent des dons de leurs utilisateurs. Il y a des gens qui donnent qui vivent uniquement ça, et qui vivent correctement. Évidemment, ils n'ont pas levé 100 millions €, ils vivent chichement, on va dire, avec des petits moyens. Mais ils vivent. Ils payent 10-20 mecs, des salaires, etc., juste avec les dons de leurs utilisateurs. Ça, le produit qui est vraiment
voilà, qui est apprécié par ses utilisateurs pour l'utiliser tout le temps. Vous pouvez utiliser Evernote aujourd'hui comme vous voulez, en mode gratuit. Il y a un petit truc en plus pour vous payer, mais vous aimez tellement Evernote, ça fait tellement partie de votre vie une fois que vous l'avez adopté. Quoi. Vous payez 30 € par an pour un truc qui est vraiment, voilà, on a un petit chat, on va acheter un petit collier avec une petite clochette, il y a 30 € aussi, et ça on est content. Donc, la vie, si elle est faite d'outils qu'on a complètement adoptés, qui font partie de son quotidien, moi, même si on a des modèles qui n'est pas forcément clairs au début, si c'est utilisé par une personne, on peut l'utiliser. Donc, soit j'ai quelque chose qui a un business model clair en termes de monétisation, je comprends que les gens, il y a une part de la chaîne qui va accepter de payer, ça peut être l'utilisateur final, ça peut être le distributeur, ça peut être plein de gens. Un distributeur, ça nous implique aussi. Je regarde qui est le plus pertinent, on va dire, à distribuer. C'est celui qui va finalement distribuer, qui doit monétiser. Soit j'ai pas ça, j'ai pas de modèle, mais j'ai quelque chose qui frétille tellement en termes d'usage, d'addiction, que tôt ou tard, la valeur sera externalisée. La valeur d'usage, elle peut être monétisée. J'ai une question là. Quel est ton point de vue sur les grandes sociétés qui au départ ont souhaité construire le voting power en utilisant des actions de série A? Parmi ceux Alors, c'est pas dans les en France, hein, en Europe. Jean-Baptiste, là non, en fait, Google a réussi, les fondateurs de Google ont réussi à garder un contrôle sur la société, un contrôle décisif, un contrôle très cher. Et en éthique, Facebook aussi, je crois. C'est sans société par Contrôle des droits de vote, hein, contrôle des droits de vote. Ouais. Donc en fait, pour moi, c'est peut-être une question pertinente aux US, pas en Europe, pas pour moi en tout cas. J'ai jamais eu. Parfois, ça m'arrive d'avoir des fondateurs qui raisonnent en termes de détention de capital. Et en fait, la réponse à chaque fois, c'est de dire qu'ils n'ont pas la bonne question, ils ne prennent pas le problème du bon angle, à mon avis. Et qu'en fait, ça démontre le fait qu'ils aient cette question-là, une espèce d'immaturité sur ce qui se passe réellement dans une start-up, entre le financier et le financier. Ici, je ne marche pas financier. Le VC et le fondateur. Quand il y a plus de décision au bord de l'unité, ça veut dire qu'il y a un problème fondamental dans la société qu'il faut régler de toute façon. Ça veut dire qu'on est en crise. Quand on ne décide plus à l'unité, quand on commence à lever les mains et noter le nombre de votes, c'est qu'il n'y a plus d'équilibre dans la société, donc ça ne peut pas avancer. Donc, quoi qu'il arrive, c'est symptomatique d'une situation qu'il faudra traiter généralement violemment. Il y a un nœud quelque part quand ça arrive. Moi, ça m'arrive jamais. Jamais de situation. Sauf on a des crises parfois. Mais s'il n'y a plus de fonctionnement, si les gens au bord sont plus sur la longueur d'onde, ça ne marche pas. La boîte ne peut pas se développer. Aux États-Unis, les VC en fait, ils ont des pouvoirs qui sont généralement beaucoup plus importants qu'en Europe. Et donc, parce qu'ils demandent, ils ont un bouton rouge sur lequel ils peuvent appuyer tout le temps. Souvent, il est individuel, c'est le VC qui a mené le tour de table, qui a un bouton rouge sur lequel il peut appuyer, donc c'est le VC. Et c'est quand il veut, il va faire des raisons particulières. En Europe, c'est pas comme ça. En Europe, c'est la majorité du board qui fait ça. Donc une majorité d'un board soit OK pour dire, enfin, c'est si aussi, pour dire, bon, la situation actuelle, j'arrive pas à la gérer, j'arrive pas à en sortir, j'ai pas de solution, c'est pas moi la bonne personne. C'est pas une question de droit de vote, en fait. On est dans une situation où il y a des problèmes qui ne sont pas solubles avec l'équipe qui est là. Parfois, si on résiste, si on a une majorité du board, donc le fait d'avoir des fondateurs qui garderaient la majorité du capital et qui diraient bah non, nous tout va très bien, on fait tout génial, s'il n'y a plus de financiers en face pour le financer, ça limite la réalité. Ce que veut protéger, je pense, le fondateur aux États-Unis,
avec les droits de vote, c'est le bouton rouge qui fait sauter le contrat, parce qu'il y a un nuage maximum de le matin, ou c'est la capacité de décider rapidement peut-être sur un activiste. Zuckerberg il décide d'acquisition parfois sans être très seulement. Instagram, c'est connu. Le dimanche matin, il a connu son ordre. Il y avait un bord de beurre au courant, et même donc, mais c'est pas le sujet. Le sujet du pouvoir, de quel pourcentage j'ai, est-ce que je garde 50% du capital, etc. Pour moi, c'est absolument pas un sujet. Aujourd'hui, une boîte ne fonctionne avec un VC que s'il y a une bonne entente et c'est un truc qu'il faut chérir. À la fois du côté de l'investisseur, il faut préserver, c'est hyper important de préserver un lien de transparence, de douceur, de patience, etc. avec l'entrepreneur, qui sont super durs, super stressants. Donc c'est le rôle de l'investisseur de ne pas être au taquet en train d'emmerder les gens tout le temps. De préserver cette relation à long terme. Le vrai sujet, c'est pas du tout le contrôle, le vrai sujet c'est quel pourcentage du prix vous obtenez quand vous sortez. Quel pourcentage de la société reste quand vous vendez la société. C'est ça le truc. Il faut absolument le maîtriser. Donc la problématique principale chez l'entrepreneur, c'est pas de lever de l'argent, il faut qu'il ait de l'argent pour survivre, mais c'est dans quelles conditions il lève de l'argent. Les dilutions, statistiquement sur le marché, c'est une trentaine de pourcents. Vous diluez, voilà, parfois 25, parfois 35, etc. Mais globalement, c'est une trentaine de pourcents. La dilution, on ne peut pas la toucher, elle est comme ça sur le marché. C'est 90% des dossiers. Donc ce que vous avez la possibilité d'ajuster, c'est le montant que vous levez. Donc il faut faire très attention au montant que vous levez. Un VC, son business model est très très simple. Il a 10 ans pour rendre de l'argent. En gros, il veut rendre en moyenne un taux de rendement de 12-14%. C'est le taux de rendement qu'on demande quand on est un actionnaire de fonds d'investissement. On se dit c'est le risque, et du haut capital de risque, dedans c'est le risque. Donc je veux une bonne rentabilité, c'est assez volatile. Je veux du 12-14%. 12% sur 10 ans, ça veut dire 3x. 3 fois. Donc j'investis 100 millions d'euros, je dois rendre 300 millions d'euros au bout de 10 ans. Pour faire ça, ça veut dire que quand j'investis dans un dossier, j'essaie de faire en moyenne 3x. Donc évidemment, à chaque dossier, j'essaie de faire 5x, puisque j'en ai qui s'extérieur, statistiquement, je le sais aussi. Donc, si je prends 3x de multiple de mon investissement, et si j'ai 30% des parts de la société, pour 3x, d'accord, prévu, ça veut dire que pour chaque million d'euros que je donne à la société doit fabriquer en valeur 9 millions d'euros. Elle doit fabriquer 3 millions d'euros, donc 3x, mais je n'ai que 30%, donc divisé par 30%. Elle doit fabriquer 9 millions d'euros. J'ai un multiple, un levier que je dois faire avec chaque euro que je lève, qui est de 9. Ça marche avec du logiciel, c'est un multiple infini. Le logiciel, je fais un code, il peut être utilisé par 10 millions de personnes. Donc j'ai un multiple infini, un levier infini. Et par contre, si dans ma société j'ai du BFR, par exemple, si j'ai un besoin de financement commercial, parce que les clients me payent à 3 mois, et des fournisseurs, je les paye tout de suite. Si par exemple ce BFR, ce besoin de financement, il représente, je ne sais pas quoi, 2 millions d'euros, et que j'ai besoin de lever 2 millions d'euros, parce qu'évidemment, aucune banque me prête, donc, ces 2 millions d'euros, ils ne peuvent pas fabriquer de valeur, c'est juste du fonds de roulement, ça ne fabrique aucun levier, je n'ai pas d'IP derrière, je n'ai pas de code, j'ai rien, c'est juste du fonds de roulement, c'est la banque commerciale. Donc, quand je revends la société, que j'ai levé ces 2 millions d'euros ou pas, l'acheteur ne valorise pas ce BFR. Généralement, il valorise même moins que les 2 millions d'euros. Si je lève 5 millions d'euros, j'ai besoin de mettre 3 millions sur ma RD et 2 millions en BFR, il n'y a que ces 3 millions en RD qui vont faire le levier, et il doit faire 5 fois 9, il doit faire 45. Donc j'ai 3 millions, il doit faire 45 millions d'euros de valeur à terme. C'est-à-dire que je dois avoir un modèle avec un énorme levier derrière. Donc, la dilution, elle est toujours la même, 30%. Le moyen de ne pas se faire totalement lapider, rincer dans le capital, c'est
c'est d'être certain que chaque argent que vous levez, chaque montant que vous levez, il est bien capable de fabriquer du levier pour vous, de manière à ce que votre dilution elle soit uniquement payée en compensation d'une création de valeur. C'est que comme ça, quand vous avez levé 2 ou 3 tours de table et qu'il vous reste plus l'entre fondateur qu'une vingtaine de pourcents, que même avec 20% de la société, vous faites 5, 10, 15 millions d'euros chaque année. Si c'est pour bosser 5 ans, pas connaître le nom de ses enfants, comment il s'appelle déjà, je ne me souviens plus, et puis ma femme, on a vu dans la partie de non, et derrière, avoir, je ne sais pas quoi, 500 000 euros de remerciement de la part des actionnaires quand vous avez vendu votre société brillamment, vous recommencez à zéro. C'est sympa, mais vous n'avez pas beaucoup de ce qu'il faut, c'est préserver. Quand vous essayez de prévoir votre modèle financier, le chiffre d'affaires, la rentabilité, bon, c'est une chose, mais ce n'est pas du tout pour moi la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est le capital. Vous avez besoin pour atteindre telle taille, je sais pas, une centaine de personnes. Pour avoir une centaine de personnes qui vont vous coûter donc 10 millions par an, parce que c'est un salarié, c'est 100 000 euros par an à peu près en coût en France. Vous avez besoin d'avoir eu du financement par un banque. Vous redescendez en fait toutes les étapes qu'il va fallu pour aboutir à ça, et vous essayez de simuler combien vous aura fallu lever d'argent. Et vous regardez une dilution, alors 30% à chaque étape, vous regardez ce qu'il vous reste. Et dans votre boîte fait 100 personnes, c'est assez facile de savoir à peu près combien elle vaut, parce que vous avez comparables. Donc il faut redescendre donc c'est pas du tout le pouvoir, on s'en fout, vous pouvez très bien. De toute façon, vous allez perdre le pouvoir mécaniquement quand on prend 30% de dilution, au bout de temps, on n'est plus actionnaire, on n'est plus majoritaire. C'est le modèle ici, et on ne peut pas lutter contre. Il est comme ça, il est comme ça qui fonctionne. Alors, exactement, ce qui compte, c'est les petites clauses. Donc, les petites clauses, elles sont là pour corriger le tir pour un VC qui lui maîtrise les packs d'actionnaires en guillemets, etc. Tous les fondateurs utilisent ça, toujours. Donc, le VC, il a des clauses qui, par exemple, je vais faire des actions préférentielles avec double effet fiscal. Donc, je me paye mon. Quand je vais essayer des actions préférentielles, vous avez des gens qui me garantissent, qui me disent bah, mais ça, c'est 100% du marché. J'ai mis 2 millions d'euros. Quand on vend la société, tu commences par me rembourser mes 2 millions d'euros. Si jamais votre prorata est inférieur à 2 millions d'euros, bah, les 2 millions d'euros, ils passent devant. Ça, c'est une préférence, on appelle un X. Ça, c'est 100% du marché aujourd'hui. Il y a très peu de gens qui font des métiers avec des actions inverses. Mais il y a des gens qui disent bon, alors tu commences par je fais un X participating. Ça veut dire tu commences par me rembourser les 2 millions d'euros, et puis ensuite tu me payes mon prorata comme si j'avais pas été liquidé mes 2 millions d'euros. Alors on commence, je suis toujours actionnaire. Donc c'est 2 millions d'euros plus quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait je garantis une espèce de rendement comme ici. Alors quand je démarre, ma boîte est de 10 personnes, j'ai l'impression que la porteur ami, évidemment c'est facile de procurer 2X de ce type de rendement. Bien sûr, je peux le faire. Aucun problème, de toute façon, ce qui est tellement fort, ça sera mieux du tout. Et puis quand ça a un moyen, ça coûte quelque chose. Donc vendre, par exemple, vous avez levé 2 millions d'euros, vous valez post-money, je ne sais pas quoi, 6, vous vendez votre boîte à 6 millions, et vous avez levé simplement 2 millions. Donc vous la vendez à la valeur post-money. Une fois que vous avez levé le VC, en 3 ans, il n'y a pas eu de création de valeur. Vous avez vendu la boîte pour le même montant. Donc le VC, il vend 1 euro pour 1 euro. Mais il avait un X participating dans ses actions préférentielles. En fait, ça va lui fabriquer 1,7 euros par an. Ça va lui garantir 1,7x de rendement. Parce qu'avec un X, il a fait son métier, il va rembourser 3x. Donc ce truc-là, en fait, je ne sais pas si tout le monde suit, ce truc-là, il faut l'éviter au premier tour. C'est un piège de l'avoir au premier tour, il faut l'éviter. C'est beaucoup de dossiers font un X participating, c'est plus la majorité des dossiers. Et en fait, le VC fait ça quand il n'est pas super en confiance avec la valeur de la boîte qui est demandée. Donc si je dis j'ai 3 mecs et je veux 15 millions d'euros près d'un mec, après je dis c'est pas mal, ok, pas de problème,
je vais quand même dans ta boîte à 15 millions d'euros de ta monnaie, c'est un prix astronomique pour moi, donc je vais mettre des sécurités qui sont des garanties de ce type-là. Si vous faites ça en pratique, la dilution que vous payez à l'arrivée, quand vous vendez votre société, elle est beaucoup plus chère que la dilution des 30% dans nos points. Et donc, si vous avez le problème, si vous avez une participating au tour A, le type qui va venir au tour B dit voilà, les participating moi, attends, je ne vais pas laisser l'investissement du tour A se faire 1,7 fois garantie, et puis moi prendre juste une fois garantie. Pareil, je me remets le participating. Donc, si vous en avez une à un tour, vous en restez pour les tours d'après. Si c'est au tour A, vous en prenez par exemple 2 de suite, au lieu d'avoir 20% de la boîte quand vous la vendez, vous vous retrouvez avec moins de 10%. Donc, votre boîte peut très bien marcher, vous la vendez 30-40 millions d'euros, vous avez chopé 2-3 millions, au lieu de la rechoper 6-7 millions. Juste parce que vous avez un peu frimé au début sur la valo de la monnaie, qui a mis mal à l'aise le VC et qui vous a imposé une participative. Donc, il vaut bien mieux baisser son prix s'il n'y a personne qui est à l'aise avec le vôtre, baisser son prix de 20%, 25%, et rester avec la participative normale, enfin un mix normal en préférence, et surtout pas avoir d'effet d'accélération garantie. C'est un peu technique, mais une question là. Voilà. Ça c'est beaucoup plus important ces trucs-là que de garder le pouvoir au bord. Bonjour, j'ai 2 questions, je ne sais pas si vous aurez le temps, mais la première, vous nous avez dit après